De retour en studio, M. Yomon est installé et le secret ou les secrets d'une vie réussie à deux. M. Yomon, bonjour. Bonjour Mariam et très bon, on va dire mardi? Oui. Oui, très bon mardi en Alors, fait. il voyage tellement qu'il est un peu perdu dans le temps. Exactement, exactement. Vraiment, c'est un plaisir de reprendre langue avec nos téléspectateurs de Matin Bonheur et précisément de l'École de la Vie. Ce matin, nous commençons une semaine pour rétablir l'équilibre du couple, l'équilibre du foyer. C'est vrai que c'est un aspect très important qu'il faut prendre en compte. C'est vrai qu'on a longtemps parlé vraiment du côté professionnel et tout cela, mais la relation du couple est transversale à tous ces autres aspects de notre vie. Et aujourd'hui, nous allons vraiment apprendre un tout petit peu quelques secrets qui, à tout le moins, serviront aux personnes qui sont en couple, à celles qui veulent y entrer, de pouvoir véritablement avoir un certain équilibre dans leur relation. Très bien. Alors, il ne suffit pas de dire je l'aime, il m'aime, et puis on est de bonne foi, personne n'a envie de divorcer. Exact. On ne peut pas se dire ça et puis ça va marcher? Non, ça, heureusement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. D'abord, je veux dire qu'une fois que vous entrez en relation, l'une des premières choses qu'il faut chercher à savoir, c'est qui je suis moi-même. Quel est mon besoin dans la relation? Quelle est justement l'attente véritable? Quel est le désir qui est au fond de mon cœur? Parce que chacun d'entre nous entre en relation avec un manque en réalité. Ce manque-là, il peut résulter de plusieurs facteurs. Facteur social, facteur économique, la famille, etc. Une relation précédente. Mais avant ce manque, il y a quand même un standard. Chaque femme ou chaque homme aspire à être heureux, équilibré, épanoui en ménage. C'est pas une constante. C'est une constante, elle est générale, mais ce besoin, il diffère en raison des personnes. Là où, par exemple, quelqu'un aura besoin de sécurité dans une relation dans laquelle il ou elle entre, quelqu'un d'autre, par exemple, aura besoin certainement d'être valorisé. Vous voyez, et cependant, tout ça concourt à rendre la personne heureuse. Mais chacun d'entre nous n'a pas le même besoin quand il entre en relation. Lorsque, par exemple, je désire entrer en relation, j'y entre parce qu'il y a quelque chose que je recherche, que je n'ai pas encore. Sinon, je serais peut-être resté dans une relation précédente. Mais ce qui m'amène dans cette nouvelle relation, c'est bien clair qu'il y a un besoin fondamental à l'intérieur de moi. C'est pourquoi, dans ma démarche en tant que coach, je demande toujours aux personnes qui entrent en relation d'apprendre à se connaître elles-mêmes. Je dis en général qu'un célibataire épanoui est une personne qui va être heureuse et rendre heureux en couple. Si je suis célibataire, donc seul, j'arrive donc à me connaître, à savoir de quoi j'ai besoin, ce que je peux faire pour être heureux. Je me rends compte finalement que quand j'entre en relation, j'entre pas dans la relation pour recevoir, mais j'entre dans une relation pour donner. Oh, excellence Mariam, c'est là que se trouve toute la problématique. Beaucoup parmi nous entrent dans une relation et attendent tellement de l'autre, attendent tellement du conjoint ou de la conjointe. A priori, c'est normal Et d'attendre quelque chose. Et c'est l'un des premiers secrets. C'est-à-dire que je n'entre pas dans une relation pour recevoir. Parce que si j'entre dans la relation pour recevoir, j'entre dans la relation déjà avec une perspective un peu égocentrée. C'est moi qui vais recevoir quelque chose de la part de l'autre. Théoriquement, je comprends ce que vous dites, mais la réalité, c'est que quand on se dit « Ah, je veux me marier », c'est parce qu'on projette sa vie en se disant « Alors, il sera beau, intelligent, riche, disponible, il va me faire des enfants, je dirai partout mon mari, mon mari. » Mais on attend forcément quelque chose. Exactement. On attend forcément quelque chose, mais en même temps, c'est un exercice qui est fastidieux et à la fois merveilleux. C'est que pour tout et pour tous les domaines de la vie, on se prépare. Pour que je puisse, par exemple, avoir la belle carrière de communicatrice à laquelle j'ai rêvé, il y a eu une formation. Je me suis préparé à cela. Ça ne me tombe pas là-dessus simplement parce que je rêve de devenir une grande communicatrice ou une experte en communication. Ce n'est pas seulement le rêve de le devenir qui fera de moi la communicatrice que je vais devenir, mais il y a une préparation pour y arriver. Or, combien sommes-nous à nous préparer vraiment à entrer dans ce rêve idyllique de réussir dans notre ménage? Et ça, c'est important. Cette partie-là est auscultée totalement de nos relations. Nous rêvons comme ça, nous avons ce beau rêve dans lequel on va s'épanouir, mais on ne se pose pas la question de savoir
qu'est-ce que j'aurais apporté dedans? Qu'est-ce que je vais apporter? Parce que c'est une construction, en fait, finalement. La relation de couple, il y a moi, il y a l'autre, et nous formons ensemble une troisième entité qui est la relation elle-même. Donc, dans cette relation-là, il n'y a pas que seulement l'autre qui est le prince charmant, qui est le riche, etc., qui vient. Mais il vient à la rencontre de qui? Est-ce que cette personne que je suis et qui vient à la rencontre donc de ce prince charmant qui est dans mon rêve-là est prête justement à offrir à ce prince-là? Parce que je donne souvent des exemples lors de mes conférences, Mariem. Je prends un comprimé effervescent. Ce matin, dans la précipitation, je n'ai pas pu l'apporter. On aurait fait l'expérience ensemble. Un comprimé effervescent, 2 verres. Dans le premier verre, vous mettez de l'eau. Dans le second verre, vous mettez du sable. Alors, le comprimé effervescent... Oui, du sable. Okay. Le comprimé effervescent a une propriété. C'est qu'au contact d'un liquide comme l'eau, il manifeste tout ce qu'il a de spécial à donner. Mais quand vous mettez ce comprimé d'effervescent dans le sable, qu'est-ce que vous attendez? La Saint-Glinglin, rien du tout. Exactement, belle expression. Vous ne pouvez rien attendre de spécial de ce comprimé effervescent. En ce moment-là, ce n'est pas le comprimé effervescent qui n'est pas efficace. Ce n'est pas le comprimé effervescent qui a un problème. C'est l'environnement dans lequel vous avez placé ce comprimé effervescent qui pose problème. La plupart du temps, ce n'est pas forcément la personne que nous rencontrons qui a un problème. Ce n'est pas la personne que nous rencontrons qui ne peut pas justement nous rendre heureux ou qui ne peut pas vraiment participer à notre épanouissement. Mais c'est que parfois, et on tombe à la deuxième problématique, c'est la compatibilité. Est-ce que nous sommes compatibles? Je peux aimer la personne, je peux vraiment voir que c'est une personne qui me plaît, etc. Mais est-ce que nous sommes faits pour être ensemble? Mais si on s'aime, si chacun se dit, c'est l'homme, c'est la femme de ma vie, chacun va faire des efforts. Malheureusement, Excellence, s'aimer ne suffit pas. Il y a l'aspect de la compatibilité. Est-ce que c'est une personne à laquelle je suis capable comme ça de me soumettre? Est-ce que, parce que il y a des choses qu'il faut qu'on enseigne à nos amis d'école de la vie. Il y a des personnes qui sont faites pour être que des amis. Amis, ça marche super bien. Amis, ça se passe à merveille. Mais franchir le cap de l'amitié et entrer dans une relation amoureuse, ça ne marchera forcément pas. Pourquoi? Parce que il n'y a pas seulement les sentiments qui habitent chacun d'entre nous et qui nous poussent justement à vouloir de cette relation, mais il y a au fond de ces sentiments-là quelque chose de plus fort. Est-ce que je suis prête à accepter que mon ego prenne un coup, parce qu'il n'y a pas seulement que les sentiments. Si je veux bâtir une relation stable, une relation qui dure dans le temps, et oui, chère madame ou cher monsieur, à un moment donné, je dois ravaler mon ego. Je dois accepter, oui, que ce soit cette personne qui me crie là-dessus. Et oui, parce que j'ai accepté. Vous voyez, parfois on dit oui à la mairie, un oui kilométrique et très spectaculaire, mais on ne sait même pas à quoi on dit oui. On ne sait même pas dans quel engagement on est en train de se mettre. En réalité, j'enseigne aux personnes qui veulent entrer dans le mariage ou à celles qui sont déjà et qui battent de l'aile, parce que parfois il y a cette maxime qui dit ceux qui sont dans le mariage veulent en sortir et ceux qui ne sont pas dans le mariage veulent y entrer. C'est vrai que parfois ça se passe comme ça parce qu'on n'est pas suffisamment enseigner sur la réalité qu'est le mariage. Parce que mariage, c'est mari plus âge. Donc, c'est une question de maturité. Est-ce que c'est la maturité suffisante pour reconnaître que cette femme-là, c'est la seule à qui je ne dois pas dire non sur cette terre des hommes? Parce qu'elle a été capable de me dire oui. Parce que sans son oui, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Et sans son oui à elle, sans mon oui à moi également, elle ne serait pas devenue la femme qu'elle est devenue. Donc, ce n'est pas seulement oui aux articles qui ont été cités. On n'écoute pas d'ailleurs. On n'écoute même pas d'ailleurs. Mais c'est un oui à la vie, un oui justement à la personne, à son comportement, à son attitude. C'est de dire oui à cette personne-là et de l'aimer jusqu'à ce que sois capable de voir cette personne être transformée. Parce que je peux aimer quelqu'un et je peux avoir un mauvais caractère. Je peux aimer quelqu'un et puis avoir une mauvaise façon de parler, puis ne pas savoir parler à la personne. Et chaque fois que je veux dire quelque chose, ça peut donner le sentiment de rabrouer ou de rabaisser comme ça à la personne. Mais quand j'aime la personne, ah oui, nous parlons ce matin, vous ne vous trompez pas, nous parlons ce matin de secrets pour une vie à deux réussie. Pour que la vie à deux soit réussie, à un moment donné, je dois accepter d'être humble. L'humilité est parfois l'une des panacées qui sauvent le couple. Mais on a l'impression qu'il faut que c'est
beaucoup plus général dans la vie, même l'humilité, même précède la gloire. Ah oui, mais en relation, ça devient un peu plus complexe parce qu'en relation, on veut s'affirmer. En relation, on a le sentiment qu'en fait, puisque l'autre m'aime, l'autre doit naturellement me respecter. Puisque l'autre m'aime, l'autre doit naturellement se soumettre. Alors que non, c'est pas des évidences. Je peux aimer, mon cœur peut battre pour quelqu'un, mais j'ai une éducation. J'ai reçu une éducation. J'ai été formaté dans un moule. Et ce moule-là, s'il ne m'a pas appris, par exemple, et comme je dis souvent que une femme va répliquer, n'est-ce pas, le modèle de foyer qu'elle a pu voir tout au long de son parcours. Et si ce modèle-là a été fait, par exemple, de manque de respect. Et oui, il y a des familles ou des foyers dans lesquels la femme a un manque de respect criard vis-à-vis de l'homme. Elle peut lui crier là-dessus, le rabrouer, le rabaisser plus bas que terre. Si vous êtes le genre de femme qui avait évolué dans ce genre d'environnement, rabrouer un homme, lui parler d'une certaine façon, le mépriser, paraît complètement logique. C'est votre logique à vous. Quand on va vous dire, mais on ne parle pas comme ça, vous ne comprenez pas à la limite de quoi l'on veut parler. C'est comme ça que ma tante chez qui j'ai vécu, mon oncle chez qui j'ai vécu, c'est comme ça que ça se passait. Donc je ne fais que reproduire le modèle. C'est l'autre qui permet, parce qu'au début de la relation, les deux ne se connaissent pas vraiment. Et donc, le jour où elle a crié une première fois, il n'y a pas eu de réaction, d'opposition, et elle a continué. Donc, à la limite, c'est l'autre qui conditionne le comportement. Oui, qui conditionne, mais Mariam, à la réalité, parfois on se dit, non, l'amour excuse beaucoup de choses, tu sais. L'amour excuse beaucoup de choses, on se dit, c'est la première fois, on se donne tout de suite des raisons. On se dit peut-être qu'elle était trop fâchée, peut-être qu'il y avait ceci, non, c'est peut-être moi qui dois me raviser. Mais je dis ceci aux personnes qui veulent réussir en couple. Il y a des facteurs sur lesquels il ne faut pas lésiner. Lorsque vous entrez dans une relation, peu importe l'amour qu'on vous porte ou l'amour que vous portez à quelqu'un, ne permettez pas qu'on vous manque de respect. Le manque de respect est un indice majeur qui va vous permettre de savoir si oui ou non vous devez continuer ou pas dans une relation. Je dis en général aux personnes qui me consultent que si quelqu'un vous manque de respect, si quelqu'un est capable de vous rabaisser devant tout le monde, si quelqu'un est capable parfois de vous traiter comme moins que rien en public, et puis en particulier ou en intimité, la personne essaie de se rattraper, faites attention. C'est une personne qui n'a pas d'égard et de considération pour vous. Et au nom de quel amour quelqu'un vous manquerait de respect? On entre en relation pour être valorisé. On entre en relation pour justement regagner en confiance en soi. Mais combien de femmes et d'hommes ne sont pas entrés en relation et ont finalement perdu leur estime de soi? Parce qu'au quotidien, à la limite, c'est comme si je m'étais livré un bourreau. Finalement, l'autre devient en face de moi mon souffle-douleur, c'est-à-dire que quand ça ne va pas dans mon boulot, quand ça ne va pas dehors, je jette tout mon dévolu sur la personne. Au nom de quoi? Au nom de l'amour qu'elle me porte ou qu'il me porte. Vous avez des personnes, des fois vous entendez des voisins très bruyants et ils se battent. Exactement. Et à un moment donné, si vous êtes nouveau dans la zone, vous allez dire, mais c'est pas possible, il faut les séparer. Oui, il faut laisser, c'est leur habitude. C'est leur habitude. Quand ils ne se battent pas, ils ne sont pas contents. Comme s'ils en avaient besoin pour pouvoir se retrouver. Exactement, exactement. La vie en couple est l'égale proportionnelle de la vie elle-même en général. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la relation, un peu comme l'eau, va se frayer un chemin, a besoin de se frayer un chemin pour continuer d'exister. Donc si la violence a fini par devenir le seul moyen de se faire entendre ou le seul moyen d'expression, parce qu'en fait finalement la femme ou l'homme qui se retrouve au cœur de cette vie de violence là, en fait c'est pas vraiment la violence qui est recherchée, mais c'est que ce n'est que de cette façon que la personne réussit à se faire entendre. Ce n'est que peut-être en levant le ton. Donc elle a fini par développer une sorte d'équilibre, mais un mauvais équilibre, et il faut briser ce cycle de la violence là, parce que rien ne la justifie. Ce n'est pas en étant violent avec quelqu'un que vous aimez la personne. Il n'y a aucun amour sur la terre qui peut s'exprimer dans la violence. Parce que la réalité est celle-ci. C'est qu'au fur et à mesure que cette violence-là gagne en intensité, l'escalade de la violence, qu'est-ce qu'elle va provoquer? In fine, sur les enfants, sur l'environnement. Et parfois, vous êtes justement voisins ou proche de ces personnes-là, vous donnez une certaine éducation à vos enfants, à vous, une éducation qui est faite justement de courtoisie, de respect pour l'autre, etc., de non-violence, une culture de non-violence, mais l'enfant, il voit un modèle à côté, et ce modèle-là devient finalement
une sorte de choc dans l'éducation que vous apportez à vos propres enfants. Maintenant, vous avez la caricature également du monsieur qui se laisse aller, qui se laisse tenter par les vicissitudes de la vie. Oui. Et puis, sa femme a pour habitude de débarquer pour venir dire, toi, lève-toi, viens, tu me connais, non? Tu me connais, non? Et quand c'est comme ça, tout penaud, là, il va prendre ses affaires et se lever. Comme s'il avait besoin que cette femme vienne s'exprimer en public pour le rappeler à l'ordre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un complexe d'Oedipe, le monsieur qui recherche un peu sa mère et puis cette autorité pour pouvoir se sentir équilibré dans son foyer? Mais déjà, Mariem, lorsque je reçois un monsieur comme ça, mon problème, c'est pas sa femme. Mon problème, c'est qu'est-ce qui l'amène à l'alcool. Parce que peu importe qui vous êtes et peu importe la raison que vous vous êtes donné comme ça pour aller vous jeter dans l'alcool et en être ivre, comme c'est le cas, il y a forcément un besoin à l'intérieur de vous, un vide à l'intérieur de vous que vous tentez de remplir par l'alcool. Donc, ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être les sorties intempestives, mais il y a un vide à l'intérieur, un vide existentiel que vous tentez de remplir à travers cette démarche-là. Et à partir de ce moment-là, je peux dire qu'il y a un déséquilibre dans votre personnalité. S'il y a déséquilibre dans votre personnalité, la relation elle-même n'existe plus déjà. Parce que vous êtes déjà en relation avec quelque chose d'autre que votre épouse qui est devenue l'alcool. Donc, vous êtes dans une relation en fait à trois. Il y a votre relation, il y a la situation dans laquelle vous vous trouvez et puis de laquelle votre épouse ou votre époux tente de vous sortir. Maintenant, est-ce que c'est la bonne façon de procéder? Est-ce que c'est de constamment rabaisser? Est-ce que c'est de constamment aller en public et de traiter celui que vous avez décidé? Parce que, Mariem, il y a une dimension quand même qui est rattachée à votre propre valeur. C'est que si vous vous mettez avec quelqu'un, vous êtes au niveau de cette personne. Et cette personne définit qui vous êtes. Donc, la façon dont vous traitez le conjoint que vous avez, en réalité, ce n'est pas seulement le conjoint que vous traitez de cette façon, c'est vous-même que vous traitez de cette façon. Donc, c'est important que vous compreniez qu'à un moment donné de votre relation de couple, ne permettez pas aux gens d'avoir une attitude vis-à-vis de votre mari, de votre femme, si vous ne voulez pas justement que la frustration soit grande. Respectez-le, respectez-la. C'est-à-dire permettez aux gens de savoir comment vous voulez qu'on parle à votre époux, comment vous voulez qu'on parle à votre épouse. Et c'est la façon dont on dit en général que la façon dont vous traitez votre chien indique un tout petit peu comment aussi il faut l'appeler. Si vous l'appelez hey, tout le monde l'appellera hey. Et c'est très important que vous compreniez ces choses-là. Valorisez l'homme ou la femme avec laquelle vous êtes. Maintenant, s'il y a une difficulté, investissez. Et ça, c'est le troisième point important. Investissez dans votre relation. Très peu de personnes réalisent que la relation de couple est en fait vitale finalement. Mais combien investissent dans leur relation de couple? Combien cherchent à aller dans des ateliers, dans des séminaires? Combien de personnes cherchent à aller voir des coachs pour essayer de les aider dans leur vie de couple? Parce que finalement, quand on a des difficultés dans le travail, on fait les renforcements des capacités. On essaie de chercher à approfondir nos connaissances, etc. et de grandir. Mais et quand notre relation de couple bat de l'aile, et quand nous avons des difficultés, et quand tout le monde a essayé un tout petit peu comme ça de mettre la main à la pâte de notre relation pour essayer de nous aider à aller de l'avant et que ça ne va pas, qu'est-ce que nous décidons de faire? Il faut investir dans la relation, il faut investir dans notre couple, il faut parfois investir même dans les livres, etc. Acheter des livres, lisez, essayez de voir l'expérience d'autres personnes qui ont réussi dans le même domaine et cela pourra vous permettre d'aller davantage de l'avant. D'accord. Très bien. Alors, nous allons faire une courte pause avec monsieur... On me demande de conclure. D'accord. On me demande de conclure. Alors, par contre, moi, je n'avais pas terminé mes questions parce que vous avez donné un point essentiel qui était donc le respect. Mais il y a encore d'autres points. Il y a encore d'autres points. Et ce point-là, c'est pratiquement parfois l'une des sources du conflit, même à l'intérieur du couple, c'est de connaître véritablement le corps de l'autre. Et peut-être qu'on aura une autre émission sur laquelle je parlerai, connaître le corps de l'autre. Mariem, combien d'hommes ont rencontré une femme et ont cherché à savoir si elle est clitoridienne ou vaginale? On ne sait même pas à qui on a affaire à la limite. On se dit, on est en relation, on doit aller ensemble et c'est tout. Non, mais les frustrations liées par exemple au manque de satisfaction au niveau sexuel par exemple peuvent être l'une des causes de séparation ou même de conflit à l'intérieur du couple. Combien de femmes et d'hommes sortent insatisfaits ou insatisfaites de leur relation avec l'autre? Et pour moi, c'est vraiment un aspect qui est très important. Apprendre à connaître l'autre, apprendre à connaître le corps de l'autre, à
apprendre à savoir, par exemple, est-ce que j'apporte de la satisfaction à l'autre, par exemple? Est-ce que je pose parfois cette question à celui ou à celle qui est en face de moi? Ce sont ces quelques petits secrets qui peut-être font partie des choses que nous avons coutume de faire, auxquelles nous ne prêtons pas très attention, qui peut finalement se révéler être la panacée qui va aider notre couple à être équilibré. Très bien. En tout cas, ce sont des leçons de vie. Exactement. C'est l'école de la vie. On vous joint comment? On nous joint au plus 225 07 80 25 44, plus 225 07 80 25 44, ou encore au plus 225 01 140 174. Très bien. Merci à vous. Tout le plaisir est pour moi. Excellence. Très bonne journée de mardi. Merci bien. Nous allons faire une courte pause. Nous avons un élément à vous proposer sur les marchés et nous parlons juste après du monde agricole.